Donc, bonjour Henri de Bruyne, merci de m'accorder cette petite interview. Alors une fois n'est pas coutume, dans ces interviews que je mène autour de la transformation digitale, vous n'êtes pas un expert du digital, mais vous êtes un expert de la distribution, des systèmes de distribution, des assurances mutuelles et des produits d'épargne. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale dans ce secteur au sens large, je dis assurance, banque, mutuelle, que je ne connais pas en tant qu'experte, mais que j'observe en tant qu'experte du digital, et notamment à travers tous ceux qui ont une problématique de retail au sens large, d'enseignes physiques, etc. Et j'ai une petite hypothèse personnelle sur ce secteur, qui était un peu à l'origine du fait de faire cette interview, que j'aimerais confronter à votre expérience et connaissances. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas encore d'acteurs véritablement disruptifs, pour utiliser le mot à la mode, dans ce secteur. Et donc les vrais moteurs d'une transformation digitale, qui n'est pas juste une logique de réduction de coûts, mais voilà, où il y a un acteur qui crée une véritable valeur ajoutée, qui crée un challenge pour les autres, ne me semble pas encore présent dans ces secteurs. Donc du coup, le seul moteur, c'est un moteur de réduction de coûts. C'est aussi un moteur éventuellement de s'ajuster aux usages que les autres secteurs développent. Et donc comme on est consommateur ou client de plein de secteurs, du coup on demande la même chose, on améliore l'expérience client. Mais il n'y a pas de pression concurrentielle qui pousse à une création de valeur réelle pour le client. C'est une hypothèse de départ. Du coup, je vous propose qu'on en parle à travers quelques questions. Et je vous laisse peut-être commencer par vous présenter. Alors oui, je suis donc un spécialiste des problématiques de distribution. Alors les problématiques de distribution pour nous, enfin pour la société que je préside, le MEDI, c'est pris dans son acception la plus large, c'est en fait le fonctionnement et l'efficience de la chaîne de distribution. Et nous mesurons ça, in fine, au bout des analyses, à travers les résultats dans les comptes d'exploitation des compagnies. Pour nous, un distributeur, il a du sens que quand il est intégré dans un dispositif, bien sûr, il doit servir son client, enfin tout ça, c'est absolument vrai, mais l'efficience, elle passe là. Et comme l'assurance est un système, est une systémique en soi, pour des tas de raisons, il est clair que la fonction de distribution, ce n'est pas simplement une fonction d'interface. C'est aussi une fonction très largement de création de valeur, mais aussi de gestion des équilibres, car il faut que les assureurs arrivent à équilibrer leurs résultats, et le distributeur compte beaucoup dans l'équilibre du résultat. Alors quand on parle de transformation digitale, dans ce secteur aujourd'hui, tel qu'on le lit dans les médias, il y a beaucoup d'interventions, de témoignages d'acteurs sur ce sujet. Pour vous, qu'est-ce que cela vous évoque concrètement ? Que ce soit des types de projets, des offres, des créations de postes, des réorganisations, voilà. Alors, j'ai une réaction en deux temps. Le premier, c'est qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, il y a beaucoup d'effets d'annonce, y compris avec des contreparties financières, en disant oui, on est en train d'investir 500 millions, 1 milliard, etc. Dans la réalité, je crois qu'on est beaucoup encore dans le verbe et pas dans l'action. Alors, c'est lié aussi, encore une fois, à la complexité du métier. Il y a des tas de paramètres qui font que le milieu ambiant est par nature conservateur. Bon. Donc pour l'instant, le digital, sauf à pointer quelques petites expériences réussies, un peu avancées, etc., qui montrent quand même que les choses peuvent bouger, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, personne n'a observé des parts de marché bousculées, des transferts de flux d'affaires à travers de nouveaux médias ou des systèmes de numérisation, pour utiliser un autre terme. Donc, pour l'instant, les sceptiques sont plutôt en train de dire on attend de voir. Bon. Les optimistes racontent, et entre les deux, c'est très compliqué de se faire une opinion. Alors après, j'ai mon opinion personnelle, qui est quand même que nous sommes probablement à l'aube d'une révolution profonde, dont on ne sait pas très bien comment elle va s'exprimer, que probablement elle apparaîtra là où on l'attend le moins, comme d'habitude, mais elle me paraît tout à fait évidente. Elle ne va pas jouer, sur des aspects de captation nouvelle de clientèle, ou etc., ce dont on parle beaucoup. Pour moi, elle va modifier le fondement même des organisations, la manière dont elles travaillent.
Alors, ça va jouer sur des niveaux de coûts. Hein. Par exemple, il est clair qu'on voit arriver, enfin, dans toute cette mutation autour des fintech et des robots, on voit quand même arriver des choses. On commence à percevoir, il y a quelques études qui montrent que une fois que le système sera à peu près ajusté, il y aura des économies de coûts véritables. Mais il n'y a pas un système disruptif, brutal, de grande ampleur qui risque d'arriver aujourd'hui. Et les expériences un peu significatives en matière de digital, je pense à la vente directe par Internet, aujourd'hui restent quasi confidentielles. Vous voulez dire en termes de part de marché ou de chiffre d'affaires, de ce que ça représente au sein même, alors de part de marché, mais aussi en termes de résultats. Par exemple, dans ce qu'on appelle les assurances non-vie, auto, habitation, santé, ils ont peu mordu sur le marché, de l'ordre de... Enfin, c'est moins de 3%. Donc on est dans... Quand on fait du macro, c'est autour de la marge d'erreur. Enfin, c'est entre 0 et 5. Bon, donc c'est très faible, alors que certains sont installés là-dessus depuis plus de 10 ans. Bien. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas une offre significativement différente. Quand on la mesure, par exemple, à travers les frais généraux, un contrat auto souscrit classiquement ou à travers Internet, c'est entre 30 et 32% de frais généraux. C'est-à-dire comme une boutique tenue par un agent ou un salarié de la Massif ou un bancassureur. Oui. Alors qu'on aurait pu imaginer que, par exemple, celui qui est souscrit par Internet, les frais généraux représentent une part beaucoup plus faible. Ou est-ce que c'est un raisonnement hâtif, en fait? On aurait pu imaginer que on aurait pu imaginer, mais enfin, l'expérience montre, par exemple, quand on regarde le coût des comparateurs, on s'aperçoit que le modèle économique n'y est pas. Or, il y a eu, dans le passé, dans l'assurance, des grands moments de rupture. Il y en a eu principalement deux. Là, vous anticipez mes questions, mais c'est très bien. Non, mais c'est juste pour dire, il y en a eu un majeur qui a déplacé des pans entiers de parts de marché, mais parce que le modèle économique qui avait été construit permettait de baisser les prix de l'ordre de 30%. Et du coup, je vais poser mes questions dans le désordre, mais je réagis sur ce que vous venez de dire. Du coup, une de mes questions, c'était dans les, je ne sais pas qu'est-ce qui est représentatif, 20-30 dernières années, quels ont été les moments de vraie rupture dans ce secteur qui ont poussé à une restructuration de l'offre par rapport aux clients finaux, aux consommateurs, par rapport aux marques. Alors, il y en a eu deux. Voilà, pour avoir en perspective quelque chose où il y a eu des vrais bouleversements. Il y en a eu un qui est né autour des années 60 et qui est devenu probablement très notable dans la première partie des années 70, c'était les mutuelles sans intermédiaire. Donc les Massif, Maïf, etc., qui ont construit un modèle qui était en rupture avec ce que pratiquait la profession, clairement. Et le pape de ces entreprises, celui qui a affiché la plus belle réussite, qui s'appelle Jacques Vendier, disait, quand on lui disait, mais au fond, c'est resté largement un système franco-français, pourquoi pas en Belgique, pourquoi pas ailleurs, et il disait toujours, parce que là où j'ai voulu aller, je ne pouvais pas proposer un prix inférieur à 30%. Voilà. Donc il y a eu ce premier modèle. Alors, on ne rentre pas dans la description du modèle, simplement, il y en a eu un là, et effectivement, ça a été majeur. Il y en a un second qui est arrivé au début des années 90, enfin dans la première partie des années 90, ce sont les filiales de banque. Alors, elles n'ont pas marqué le marché par un système aussi brutal que les mutuelles. Elles ne sont pas arrivées avec moins 30, elles ont des tarifs et des niveaux de frais qui sont dans la moyenne. Par contre, elles ont mis en place des techniques de captation de clientèle d'une redoutable efficacité, ce que j'appelle moi l'efficacité bulldozer. C'est-à-dire que quand ces réseaux commerciaux qui sont très droppés pour la conquête, quand on leur dit il faut vendre ce produit de telle manière, ils ne se posent pas, ils n'ont pas d'état d'âme, ils vendent. Et on voit les parts de marché se déplacer. D'accord. Voilà. Quand on mesure ça sur une année, on voit même mois par mois se mesurer en fonction des campagnes menées par les banques. Donc il y a eu deux moments très forts qui ont aussi marqué un peu l'inconscient collectif des assureurs qui attendent la troisième vague. Oui, mais qui pour l'instant alors on a cru un instant ne vient pas forcément encore. Voilà, beaucoup ont pensé à Internet
parce que cette vague-là est apparue très fortement en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, pratiquement la moitié plus peut-être même des assurances auto sont souscrites par Internet, en pure player. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les différents marchés? C'est les réglementations ou c'est aussi les usages des gens? C'est très culturel. Alors, c'est à la fois culturel, il y a des explications qui viennent de l'usage. Par exemple, le marché anglais, enfin de Grande-Bretagne, britannique, est un marché dans lequel la résiliation de tout temps la durée des contrats a toujours été annuelle. Vous, alors ça vient de changer tout récemment avec la loi Hamon, mais mettons il y a 5 ans, vous vouliez changer d'assureur, il fallait résilier, donc il ne fallait pas louper la date, etc. De l'autre côté du channel, vous n'aviez pas renouvelé votre contrat et c'était à votre main, eh bien le contrat n'existait plus. Donc il y avait une volatilité du portefeuille qui était très importante. En plus, les Anglais ont quand même inventé le marketing, quelque part. Hein. Donc ils sont à l'aise avec ça, ils sont à l'aise avec la souscription à distance, etc. Et puis dernier élément, les premiers acteurs de la vente directe en Grande-Bretagne, c'était avant Internet, hein, c'était par téléphone, ont marqué le marché avec moins 20 ou moins 30. Donc ils ont déplacé des parts de marché. D'accord. Voilà. Donc là, il y a eu des phénomènes culturels. Alors, beaucoup de gens ont rêvé là-dessus en disant, bah, ça y est, un jour ça viendra sur le continent. Alors bien sûr en France, mais ça viendra dans les autres pays. Et puis tout le monde a fait comme Soran, hein, attendu. Il y a même des Anglais qui sont venus apporter leur savoir-faire. Et il n'y a pas eu d'étincelle. Pour les raisons que j'ai indiquées. Pour rentrer peut-être un peu plus finement dans après ce qu'on peut ou ce que vous pouvez observer en termes de changements quand même liés au digital, est-ce que vous pouvez simplement brosser en quelques mots les grands types d'acteurs du secteur pour voir un peu les positions respectives des uns et des autres ou le rôle des uns et des autres pour après voir, ma question c'est, est-ce que du coup il y a un jeu d'acteurs entre les assurances, les mutuelles, les banques, les pure players ou autres? Est-ce qu'il y a des différences dans la manière d'intégrer le digital ou est-ce qu'ils font tous pareil? Mais peut-être éclircir un tout petit peu avant qui fait quoi. Je vais vous proposer une segmentation qui n'est pas la segmentation usuelle. Ça me va très bien. Si on regardait l'assurance telle qu'elle est organisée, on dira, ben voilà, il y a des sociétés de statuts différents. Hein. Il y a les capitalistes, il y a les mutualistes, il y a les institutions de prévoyance, puis on les déclinerait. En fait, ce qui me paraît encore très fortement discriminant sur le marché, ce sont les réseaux de distribution. Alors, en fait, il y a les intermédiaires, entre guillemets, et puis il y a les réseaux directs. Les mutuelles maîtrisent complètement leur réseau, ce sont leurs boutiques, leurs salariés qui sont dans les boutiques, etc. Les grands acteurs traditionnels, capitalistiques comme AXA, Allianz, Generali, etc., travaillent avec soit des agents généraux qui ressemblent un peu à de la franchise, hein, même si ce n'est pas tout à fait le cas, ou avec des courtiers. Donc ils travaillent avec des réseaux qu'ils ne maîtrisent pas de la même manière. Bon. Et c'est ça la vraie différence. Parce que faire bouger un réseau d'indépendants, on le voit bien avec la sécurité sociale et la loi santé et les médecins, c'est pas la même chose, même si c'est pas facile, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais de dire à un réseau de salariés, ben vous avez l'habitude de travailler comme ça, à partir de demain vous travaillerez comme ça. Bon, ils vont rechigner, il faut gérer le changement, il faut faire de la confiance, c'est pas du tout la même chose. Et les parts de marché respectives ou des uns et des autres, c'est-à-dire est-ce que par rapport à la segmentation que vous venez de proposer, on peut mettre en face une part de marché pour Absolument. voir le poids? Absolument. Voilà, c'est pour éclairer un peu le... Absolument. Alors, ça varie suivant que l'on observe l'assurance non-vie, c'est-à-dire auto, habitation, etc., ou l'assurance vie. Sur l'assurance non-vie, en fait, le marché se partage sur le retail. Hein. On ne parle pas des grandes entreprises. Sur le retail, il se partage à peu près moitié-moitié. Moitié sont des intermédiaires, agents et courtiers, un petit peu plus même, enfin grosso modo 1 euro sur 2, et l'autre moitié se partage entre les mutuelles, donc ce que j'ai appelé les MSI, Massif, Maïf, etc., et les filiales de banque.
D'accord. Et aujourd'hui... Et la vente directe, vous la mettez dans quelle catégorie? Ou vous la mettez nulle part pour l'instant? Pour l'instant, je la mets nulle part. Spontanément, je la mettrai, elle est directement maîtrisée, donc je mettrai ces 2-3% du côté des réseaux totalement maîtrisés. Voilà. Et est-ce que, selon cet angle de vue, qui est effectivement très important pour déclencher des transformations internes, si on parle de transformation dans la manière de travailler, dans l'organisation, etc., est-ce que le digital est appréhendé différemment par ces acteurs, de ce que vous observez, ou est-ce que non, ils s'y prennent de la même manière? C'est-à-dire, ils développent les mêmes types d'offres, ils recrutent les mêmes profils, ils mettent en place les mêmes équipes? Quelle est votre observation? Non, je pense que là, je vois pas de différence notable. Parce que probablement, pour l'instant encore, le digital est une évolution dont on pressent qu'elle pourrait être importante. On n'en est pas vraiment convaincu. Enfin, je répète ce que je perçois sur le marché. Et pour l'instant, on la joue, je dirais, un peu à la marge des activités. Les réflexions de fond, ce à quoi je crois, moi, je pense que le digital, ça va pas... il y a des fantasmes, le digital va supprimer les réseaux physiques, etc. Ça, je ne crois pas ça une seconde. Par contre, le digital va être un moyen, enfin même un contexte différent dans lequel il faudra agir. Parce que c'est un moyen de nouvelles relations avec les clients. Parce qu'on dit, bah oui, mais Internet ne vend pas. Mais 80% des clients vont spontanément voir sur Internet au moment où ils veulent acheter un contrat ou changer leur contrat. Donc le média d'information, il a déjà trouvé sa place. Bien. Par contre, sauf dans les banques, où il y a une pratique quasi quotidienne de la gestion des comptes à distance, dans l'assurance, c'est quand même relativement modeste. Ce qui fait que les systèmes relationnels qui permettront demain, ça fait partie des choses auxquelles je crois, de dynamiser la relation client à travers le digital, ils sont totalement embryonnaires. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, les banques qui sont déjà intégrées ou les mutuelles qui ont des réseaux intégrés ont, entre guillemets, techniquement un avantage qui pourront aller plus vite ou pas forcément? Non, je crois pas. Je crois pas parce que, alors, bien sûr, les degrés et les niveaux de contraintes, les difficultés seront différentes en fonction des réseaux, mais quand même, assez globalement, c'est pas uniquement une question de technologie. C'est fondamentalement une question de changement profond de mode d'exercice des activités. Et ça touche à la réalité humaine. Juste un exemple, on observe déjà que ça va changer le système de gestion des sinistres. Vous avez, par exemple, vous avez une application sur votre iPhone qui vous permet, en cas d'accident de coin de la rue, un truc assez banal finalement, d'envoyer une information et de déclarer votre sinistre en ligne, de prendre une photo, oui, si ça peut être utile, au lieu du constat de la voiture, on pourrait prendre des photos. Aujourd'hui, ça existe, sauf que c'est quand même une personne qui reçoit ça sur le web, qui le traite et qui continue ses séquences de traitement comme par le passé, c'est-à-dire regarder s'il y a besoin d'un expert ou pas, etc. Oui, etc. Le processus n'a pas changé. Voilà. Les différentes étapes, ok. Or, demain, le processus, il peut être totalement intégré. Un robot fera ça très bien. Bien. Sauf que ça va avoir une incidence évidente sur le coût. Et on pense que on doit pouvoir économiser peut-être mettons 50% des frais attachés à ces séries d'interventions. De tâches. Donc, ce n'est pas considérable par rapport à l'ensemble des frais qui sont exposés par une compagnie d'assurance pour gérer tous les contrats, mais ça a commencé à se marquer. Bien. Deuxième élément, c'est que ces réseaux commerciaux sont confrontés à une difficulté croissante qui est le poids de la réglementation. On en parlera tout à l'heure, mais quand même sur les 10 ou 15 dernières années, on s'aperçoit que c'est de plus en plus contraignant. Bien. Digital peut être un moyen absolument efficace de les aider à gérer cette compliance, pour l'appeler
comme ça maintenant. Donc de bien faire les choses, de les faire vite, de les faire une fois pour toutes, alors que les commerciaux, quand il faut leur faire tenir des notes d'information bien faites, etc., c'est toujours compliqué au minimum. Voilà. Donc là, il y a un progrès tout à fait considérable qui ne va pas se marquer par uniquement le fait de gagner du temps, de l'énergie et une transposition en euros, hein, mais simplement qui va leur redonner du temps commercial. Or, la clé, elle est là. Est-ce que vous voyez des initiatives bottom-up, c'est-à-dire de gens, de courtiers, de distributeurs, d'indépendants qui prennent des initiatives pour améliorer, eux, leur propre efficacité sur le terrain? Oui. Ou est-ce que c'est plutôt des initiatives entre guillemets, de grands comptes top-down, des marques importantes qui, elles, revoient leurs organisations, essayent d'insuffler ce changement? Ou est-ce que les deux se rejoignent? Alors ça, c'est une grande question parce qu'il y a effectivement des expériences et des mises en place de nouveaux process qui sont descendants. Ça, c'est clair, et qui sont généralement très mal reçus. C'est pour ça que je pose la question. Parce qu'ils ont été la plupart du temps conçus par des esprits brillants, mais qui n'ont qu'une vue très approximative de la réalité de la vie d'un commercial sur le terrain. Les commerciaux, eux, tentent d'améliorer un peu les choses et de les bricoler, mais généralement, ils le gardent pour eux. Oui. Alors, en ce moment, je suis en train de faire pas mal de terrain, je rencontre beaucoup d'intermédiaires, je vois des types qui ont fait des trucs. Je dis, mais vous en avez parlé à qui? Personne, vous comprenez. J'ai même rencontré un garçon qui a monté un système de vente par Internet qui est un vrai succès à la dimension de sa petite boutique. Ben, je dis, mais il faut en pas. Il me dit, non, on va me piquer l'idée. D'accord. Voilà. Donc, on touche, si vous voulez, à des limites qui sont des limites comportementales, qui étaient les mêmes il y a probablement un demi-siècle. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais qui fait que tant qu'on ne réfléchira pas et qu'on ne travaillera pas sur qu'est-ce que ça veut dire le digital, et même de manière plus globale, comment mon métier va s'exercer demain. Alors, bien sûr, on parle du digital, mais il y a aussi des évolutions sociétales, ou de comportement de clients, tout bêtement, qui sont totalement considérables et qui sont assez peu cernées et assez peu expliquées. Or, les commerciaux, alors ils essayent de s'adapter parce que ça, ils le sentent, c'est leur matière quotidienne, donc ils essayent de réagir, mais très peu de gens travaillent là-dessus. Très peu de gens. Donc, le digital fait partie de ces sujets qu'on n'aborde pas. Alors, on dit oui, c'est important, etc., etc. Bon, oui, mais pour l'instant, très peu de gens, voire même plutôt des gens isolés, ont conçu tout ce que ça veut dire dans une chaîne de production. Et alors, il y a des grands réseaux, des grandes compagnies qui ont commencé à mettre des moyens. Mais c'est des moyens colossaux, certainement, ou très importants, et qui sont toujours conçus dans un système d'organisation globale. Bon, mais j'ai l'habitude de dire, le commercial qui est sur le terrain, il est d'abord seul. Est-ce que par rapport à tout ça, sans forcément voir d'où elle va venir, mais est-ce que vous avez l'impression que sur ce marché, il y a les conditions d'une disruption, comme d'autres marchés ont été vraiment bougés par des acteurs qui peuvent venir d'un autre pays, qui traversent les frontières? Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme ubérisation, mais après, ce n'est pas forcément sur ce modèle. Est-ce que vous pensez que le marché est dans une condition qu'il pourrait faire, ou est-ce que le poids de la législation entre les différents pays, etc., est tel, par exemple, que mécaniquement, c'est compliqué? Alors, le poids de la réglementation est lourd et il va s'accroître. Puisque, bonne nouvelle. Puisque nous attendons... enfin, il y a tout un train de directives européennes qui est en train de se mettre en place. Il y a des parties qui sont votées, donc qui commencent à être déclinées en modalité d'application. Et il y en a d'autres qui vont l'être d'ici 2-3 mois. Donc on est vraiment au cœur du dispositif. Alors, qu'est-ce que dit globalement cette réglementation? Elle dit, alors il y a deux grands types de textes. Il y a des textes appelés Solvency II ou BAL 3 pour les banquiers, Solvency II pour les assureurs, qui visent à
solvabiliser les comptes d'exploitation des institutions financières. Bon, ok, on passe. Et puis il y a ensuite tout un dispositif qui vise à renforcer la protection des consommateurs, améliorer la transparence, lutter contre les conflits d'intérêts, améliorer la professionnalisation. Et donc là, il y a des corps de règles qui vont sérieusement compliquer ou avantager la vie de ceux qui sont sur le terrain, et le curseur se posera en fonction de la manière dont ils l'appréhenderont. Il y a notamment une disposition assez centrale qui renforce le devoir de conseil. Bien. Pour des gens dont c'est le métier, ça me paraît être presque une aubaine. C'est une opportunité formidable que de dire, bon, donc on peut le prendre dans ce sens-là et en se disant, voilà, ça c'est une vraie révolution parce que je vais être obligé, finalement, pas de faire mon métier de manière fondamentalement différente, mais de l'organiser autrement. Bien. C'est là où le digital peut être un facilitateur de première dimension. Et puis il y en a quand même des masses que je rencontre dans mes réunions ou quand je fais des conférences qui disent ouais, vous vous rendez compte, on va passer notre temps à faire l'administratif, c'est pas notre métier, etc. etc. Et qui médecins non, je rigole. Mais on n'est pas loin de ça. Oui. Hein. Bon. Les médecins qui font de la carte vitale, enfin du paiement du tiers payant, le bouc émissaire en fait d'une situation globale qu'ils ont laissé perdurer et s'installer depuis des dizaines d'années. Enfin bon, mais c'est un autre débat. Donc là, je vois arriver effectivement alors je ne sais pas si ça sera une mutation brutale, enfin disruptive, etc. Ou si ça sera, je pense que ce sera plutôt des obligations qui vont créer des différences entre les acteurs qui s'en saisiront et ceux qui ne s'en saisiront pas. Parce que c'est vrai que, et là, il y a par exemple un élément qui me paraît tout à fait frappant, c'est que, comme je le disais, sans l'aide de la technologie, ça va être pour eux compliqué. Bien. En même temps, ce sont des petits acteurs, c'est de la taille d'une TPE. Et donc, l'accès à certaines technologies avancées, pour les appeler comme ça, n'est pas à leur portée. Alors du coup, et on se dirige vers la fin de l'entretien, deux questions pour clore. Est-ce qu'il y a des acteurs étrangers dans d'autres pays qui vous paraissent avoir des modèles ou qui ont été très innovants dans ce domaine et qui peuvent être source d'inspiration? Non. Alors, non, je sais pas, je pose la question. Pour deux raisons. Il y a, vous savez, enfin, ce que j'observe dans les services financiers depuis déjà de nombreuses années, c'est que les facteurs de mouvement et souvent de progrès sont venus de la compétition. Et on le voit bien. Nous, on observe, pas toute l'Europe, mais les principaux pays européens, qui représentent à peu près 80% du marché européen. Et on s'aperçoit que les marchés les plus dynamiques de ce point de vue-là sont ceux qui ont été confrontés, qui sont confrontés à une compétition quasi quotidienne. Ceux dans lesquels il y avait des situations plus installées, moins bouleversées, etc., comme l'Allemagne ou l'Italie, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des choses, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut observer dans, par exemple, les mouvements des courtiers, les courtiers grossistes, voire l'arrivée d'autres acteurs, la banque assurance, par exemple. La banque assurance non-vie est assez peu présente dans les autres pays, alors qu'elle est présente en vie. Ça veut dire que, oui, ils n'avaient pas... Voilà, tout allait bien comme ça, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'il y a 2-3 pays, principalement 2 de mon point de vue, qui sont intéressants à observer, enfin que nous on observe beaucoup parce que la compétition y est intense, ce sont les Pays-Bas et la France. Et pas l'Angleterre? Et pas l'Angleterre. Curieusement, même si les usages des gens peuvent être plus... Je ne vais pas dire plus avancés, c'est comme si le progrès était linéaire, mais en tout cas, non, parce que, beaucoup plus digitaux et beaucoup plus directs. Oui, alors l'Angleterre c'est compliqué. Alors il y a encore une fois l'aspect culturel, mais il y a aussi le fait que, par exemple, en assurance vie et produits financiers, les distributeurs indépendants, c'est 92% du marché. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un système de concurrence entre eux
Il n'y a pas un acteur qui est venu brutalement bousculer le jeu comme on a pu l'avoir ailleurs. Et pourquoi les Pays-Bas? Ben, les Pays-Bas, parce que c'est historique. D'abord, c'est un peuple, les Hollandais, c'est un peuple de commerçants, c'est un peuple qui a une confiance dans le marché. En France, le marché, il apporte tous les mots. Tous. Vous trouverez rarement un Français qui vous dise « Ouais, la compétition, c'est bien. » Bon, la compétition, elle est excellente pour les commerciaux quand elle leur permet de gagner des affaires. Quand ils les perdent, généralement, c'est parce que c'était pas clair. C'était tordu. C'était pas franc. Bon. Les Hollandais, les Bataves, ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ça m'a toujours frappé. Bon. Et depuis très longtemps, alors, j'ai pas un historique très très long aux Pays-Bas, mais quand même, depuis une bonne vingtaine d'années, je les observe, j'ai trouvé déjà des systèmes très installés. Ils ont eu des mutuelles bien avant les Français. D'accord. Bon. Donc c'est innovant. Voilà. Commercialement innovant. Ils ont été les premiers à libéraliser la banque, la Poste Banque, qui était la banque postale, et à en faire un acteur de l'assurance. Et ça, pratiquement dès le début des années 90. Alors que la France, où on parlait de la concurrence tous les matins, il y avait encore ces précarés, où les pouvoirs publics, à travers la CNP, voire la Poste, faisaient concurrence aux acteurs du marché. Bon, des situations qui ont quasiment disparu grâce à l'Europe, d'un certain point de vue. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne vois pas dans les pays des démarches qui ont été particulièrement intéressantes. Et du coup, ça répond peut-être déjà à ma dernière question, mais je la pose quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des startups, pour prendre un peu l'angle plus start-up, ou des sociétés assez jeunes qui sont innovantes purement dans le digital, ou des modèles de pure player innovants intéressants? Oui, on voit des startups, ou des sociétés un petit peu plus installées, pas forcément des startups de l'année ou de l'année précédente, qui sont installés sur des micro-marchés, généralement, sur lesquels ils ont réussi des percées tout à fait remarquables, en alliant souvent un média de vente à distance ou des démarches très orientées sur l'affinitaire, par exemple, avec des constructions, alors je ne vais pas dire digitales, parce que ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à ça, mais avec des constructions technologiques particulièrement innovantes. Comme qui, par exemple, pour avoir quelques... Assurone, par exemple, qui est un courtier qui s'est spécialisé dans la vente directe. Il a aussi un réseau physique, mais dans la vente directe, et qui fait beaucoup de montage affinitaire. Et sur lequel... montage affinitaire, ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, il a récupéré... la clientèle de Mercedes. Mercedes vend des voitures, et si vous voulez, vous pouvez vous assurer par le biais d'un site, etc. Et c'est eux qui ont monté le dispositif. Donc ils sont présents sur des tas de mécanismes de ce type-là, et de ce point de vue, ils ont monté quelque chose que je connais assez bien, et qui est tout à fait pertinent. Et puis il y a des gens qui sont à l'affût. Juste un autre exemple, je viens de regarder ce qui s'était passé en Grande-Bretagne. En 2013, un petit peu avant, ils ont commencé à en parler en 2007, et ils ont commencé à mettre en place les premiers éléments en 2011. Ils ont réformé la distribution, l'intermédiation des produits financiers d'assurance vie. Ils ont donc pondu un texte qui s'appelle RDR. Alors ça veut dire Retail Distribution Review, qui avait pour objectif d'élever le professionnalisme des commerciaux, des indépendants, puisque ce sont fondamentalement des indépendants, même si certains étaient liés à des banques. Ils ont interdit les commissions, donc ils ne sont pas payés par le fournisseur, ils sont payés par des honoraires qui doivent négocier au cas par cas avec leurs clients, qui est quand même une révolution très importante, puis d'autres éléments. Bon. Donc ça s'est mis en place au 1er janvier 2013, et donc ça faisait 2 ans, je me suis dit, tiens, on va regarder ce qui se passe. Alors, il y avait les augures pessimistes du départ qui disaient, ça va être une catastrophe, ils vont disparaître, ou ils vont en perdre 50% en route. Bon, il y a eu
petit tassement des effectifs, mais qui est plus lié au fait que les contraintes de professionnalisation et de formation, etc., qui étaient sensiblement plus élevées, des gens qui étaient pas très loin de leur fin de carrière, etc., ont décidé d'anticiper. Et on a vu partir avant le 1er janvier 2013, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment anticipé, pratiquement 20% des effectifs. Curieusement, au même moment, les banques qui travaillaient, quelques-unes avaient des réseaux dédiés de conseillers, se sont dit tout ça, ça devient trop compliqué pour nous, on ne va pas y arriver, on ne fera plus les marges qu'on a l'habitude de faire, et elles se sont assez massivement retirées de ce marché-là. Bien. Donc, 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens qui sont restés, ils ont fait l'effort de se moderniser, de se professionnaliser, etc., et ils sont confiants. Il y a eu plusieurs études dans lesquelles ils se sont exprimés et qui montrent que finalement, ils ont plutôt bien progressé, tant en chiffre d'affaires qu'en rentabilité, et que globalement, ils sont plutôt pas mécontents. Mais il y a eu un phénomène très important qui est apparu. C'est que la commission, comme elle était intégrée dans le prix et qu'elle était proportionnelle au montant de la vente, elle avait un caractère mutualisateur. C'est-à-dire que vous étiez face à quelqu'un qui vous confiait un placement important, eh bien, sans trop s'en rendre compte, même sans s'en rendre compte du tout, probablement, il payait une contribution des frais et la commission du conseiller à un niveau sensiblement confortable. À l'autre bout de la chaîne, des gens qui avaient de petits apports ne payaient pas au niveau de ce qu'ils auraient dû normalement payer pour le service qui leur était rendu. Mais tout ça, c'est devenu transparent. Ce qui fait que les petits apporteurs, enfin les apporteurs modestes, dirions-nous, ne veulent plus aller voir un conseiller dont ils trouvent le coût d'intervention trop élevé. Pour eux. Et puis, les gros investisseurs disent, écoutez, on va négocier, mais pas à ce niveau-là. Donc, il y a une partie du marché qui est sortie, enfin, des clients qui sont sortis de ce marché. Et se développent des fintechs, c'est-à-dire des plateformes qui n'ont pas le choix et qui n'offrent pas non plus un conseil tel que le prévoit la loi anglaise, enfin de Grande-Bretagne, mais qui trouvent les fonds, les placements et les accompagnements dont ils ont besoin. Et donc on voit tout d'un coup le marché s'organiser. Mais j'aime bien observer ça, c'est que le marché de lui-même trouve la réponse, et probablement une réponse qui n'est pas mauvaise, hein, on verra un peu dans le temps, mais qui ne m'apparaît pas mauvaise, et on voit la même chose aux Pays-Bas, où il y a une partie des clients qui sont hyper compétents, parce qu'ils connaissent bien ça, ils passent du temps à lire les journaux financiers, etc. Ils disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'un conseiller. Donc, ils vont directement sur une plateforme, et là, il y a des choses qui sont en train d'apparaître. Voilà. Dernière question subsidiaire, et rapide et surprise. Vous, en tant que client ou consommateur d'assurance, parce que j'imagine que vous êtes assuré à titre personnel, etc., qu'est-ce qui vous frustre le plus aujourd'hui dans votre expérience d'assuré, de renouvellement, de recherche Le faible, et je suis gentil, suivi. D'accord. C'est-à-dire que, bon, comme j'ai été agent et courtier, tout à fait au début de ma carrière d'assureur, j'ai une affection particulière pour ces gens-là, et je constate que ceux qui s'occupent de mes affaires ne s'intéressent pas à moi. Donc là, il y a une marge d'opportunité. Non seulement il y a une marge d'opportunité, parce qu'avec le caractère que je me connais, si ça n'avait pas été un agent général, il y a longtemps, j'aurais tout envoyé promener. Et c'est la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont du mal à rentrer dans des logiques de fidélisation assez professionnalisées. Ils vous disent, oui, je les vois, mes clients, je leur parle. Non, revoir régulièrement son client pour refaire un audit parce que sa vie a pu changer en 2 ans, parce qu'il y a des enfants qui sont arrivés ou qui sont partis, etc., etc. Les couples se font et se défont, etc. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les choses changent. Eh bien, il y a finalement, quand on le regarde dans le détail, assez peu d'assureurs, quel que soit leur statut, qui gèrent ça correctement. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous.